C'était pour vous raconter un peu l'aventure des 99 Women et justement du mode d'organisation qu'on a mis en place pour mettre en scène cette pièce. Et puis surtout, comme ça a été fait deux fois déjà, une fois en Chine, une fois en Inde. C'est intéressant de voir justement comment ça a été adapté un petit peu au contexte local pour tenir compte à la fois comme disait Pierre, un peu à la fois de la personnalité de la personne qui a porté le projet. C'est pour ça que la première fois à Shanghai, c'était moi. La deuxième fois, c'était Sonali Kotari, qui était en Inde et qui est une personne différente de moi. Et aussi qui a tenu compte un peu du contexte particulier dans lequel elle se trouvait. Alors donc voilà, donc c'était le projet consistait donc à mettre en scène 99 femmes, faire venir 99 femmes en scène pour jouer cette pièce, 99 femmes, 99 Women. Et donc le problème qui s'est posé à moi, c'était de dire bon bah comment je vais organiser ça, comment je vais organiser les répétitions, etc. Donc l'organisation que j'ai choisie auquel j'ai pensé, était très simple. Elle était fondée sur des petites équipes, donc tout fonctionnait par équipe qui collaboraient entre elles, donc un processus de collaboration très important où en fait donc il y avait des équipes pour s'occuper d'organiser les répétitions. Donc dans ces équipes il y avait généralement une coordinatrice, donc il y avait une sorte de petit management, mais ces coordinatrices n'étaient pas des coordinatrices professionnelles, c'était celles qui avaient juste envie de faire ça. Donc il y avait certaines femmes qui étaient par exemple, qui avaient une expérience du théâtre, mais d'autres pas du tout. D'autres avaient de l'expérience de management en entreprise et d'autres tout simplement avaient envie de le faire, avaient une certaine motivation à faire ça. Donc ça c'était la structure, donc ça c'était à la fois pour la partie artistique, à la fois faire répéter les femmes, leur faire découvrir le théâtre. Mais ça valait aussi pour également les autres choses qu'on doit faire dans une production théâtrale, parce qu'une production théâtrale, c'est un projet complet, c'est-à-dire qu'il faut faire venir des spectateurs, donc il faut faire du marketing, il faut faire la promotion de son spectacle, il faut vendre des tickets, il faut se faire connaître, donc il faut donc communiquer au travers des médias, sur les réseaux sociaux, vis-à-vis de la presse, donc il y avait des gens qui s'occupaient de la communication, il faut financer ce type de production. Donc il y avait des gens qui s'occupaient du sponsoring. J'ai partiellement financé la production, notamment pour Shanghai, mais pas pour l'Inde. Financer la production, j'ai avancé en quelque sorte les frais, mais donc en gros dans le budget, ensuite ça a été couvert à 1 tiers par des sponsors et 2 tiers par les ventes de billets. Donc il y avait donc des petites équipes qui s'occupaient de ça, du sponsoring, de la communication, du projet social, parce que une des éléments importants, c'est-à-dire c'était cette idée d'un projet qui soit une plateforme en quelque sorte, qui soit pas seulement une pièce de théâtre, mais qui soit une plateforme capable d'évolution, capable de créer quelque chose qui a un impact plus large que les spectateurs qui allaient assister à ça. Donc ça avait un impact évidemment sur les participants, sur le public, mais l'idée c'était que c'était concentrique, c'est-à-dire qu'il y avait des cercles concentriques. Il fallait que ça serve à chacun et en même temps que ça ait un impact positif sur la société. Et donc, c'est imposé à moi de manière évidente que si j'avais un principe de volontariat et que le projet était de cette plateforme à la fois un outil d'expression des individus qui allaient participer, ça devait servir au-delà et le volontariat était très lié à une cause sociale. Donc en fait, il y avait une équipe qui a trouvé des projets sociaux auxquels on s'était engagé à reverser tous les bénéfices des représentations pour nourrir leurs propres objectifs. Donc on avait... Oui. Est-ce qu'il y a des fonctions qui n'ont pas trouvé de candidats volontaires? Oui, il y en a quelques-uns, mais on a fait 100 dans ces cas-là. On a fait 100. Non, mais par exemple, tu ne trouverais pas de finance? Non, voilà. Par exemple, il y avait une fille qui vaguement faisait un peu du contrôle budgétaire, mais elle a peut-être fait ça 2 fois. Enfin, en fait, moi, je prenais, comme c'est moi qui payais, donc là, c'était relativement facile. Donc, en fait, je les avais. Et donc, en fait, elle regardait la feuille Excel que j'avais fait et elle me la renvoyait. Donc, en fait, bon, elle a pas... en disant, bon, ça va. Tu n'as pas trouvé la personne chargée d'aller chercher des sponsors? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais la personne chargée des sponsors, c'est intéressant la façon dont c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient en responsabilité de ça, c'est-à-dire qui assumaient le rôle de
d'assurer une sorte de maintenance et de continuité dans cette recherche, mais par contre l'identification potentielle des sponsors a été relativement diffuse, hein. C'est-à-dire qu'en fait chacun des participants, sachant ce qu'on voulait faire et sachant que ça avait un coût, et donc là la transparence de l'information était totale, c'est-à-dire j'ai dit bah voilà le budget, enfin voilà ce que ça va coûter, donc bon voilà comment on va fonctionner, donc il y avait une transparence totale au niveau des coûts et des dépenses, donc en fait il y a beaucoup de gens qui ont aidé par leur réseau propre à identifier des sponsors potentiels, hein, et qui ont même souvent fait le premier pas d'en parler, et de façon, l'équipe de sponsoring en fait avait la responsabilité non pas d'aller les chercher puis d'opérer tout ça, mais plutôt de faire en sorte qu'il y ait une continuité qui s'instaure, c'est-à-dire que ça ne soit pas perdu dans les multiples activités de tout à chacun, hein, d'assurer plutôt la continuité de ce suivi. Pareil pour la communication en fait. Il y avait une équipe de communication bien sûr qui produisait du contenu et qui aussi, parce que les gens étaient intéressés, il y a des gens qui étaient tout simplement intéressés à écrire là-dessus ou à faire des communiqués de presse. Et là aussi, pareil, pour contacter la presse, ça s'est fait à la fois avec des gens qui assuraient la continuité, mais en même temps la responsabilité de diffuser l'information était largement répartie. Et 99 femmes, c'est une force de frappe assez importante quand il s'agit de vendre des tickets. Donc ça, c'était très bien. Ça veut dire aussi que toutes ces femmes étaient au moins aussi, toutes étaient aussi acteurs. Oui. Il y a personne qui était là dans le projet. Si, il y a des gens qui n'étaient pas actrices, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas le faire, que ça n'intéressait pas. Donc c'était ça qui était très intéressant, c'est-à-dire que la participation était laissée à leur libre appréciation. Donc il y en a qui ont été maximalistes, c'est-à-dire qui étaient actrices, coordinatrices, membres de l'équipe de communication, de sponsoring, etc., de tout, et d'autres qui étaient juste actrices, ou d'autres, par exemple la fille qui contrôlait mes feuilles Excel, elle a dû bosser, je sais pas moi, peut-être 10 minutes sur la durée totale du projet. Mais voilà, mais en fait c'est ce qu'elle pouvait faire à ce moment-là. Hein, elle s'était offert de faire ça. Bon, il se trouve qu'il n'y avait pas un besoin fondamental, donc elle l'a fait, je lui ai dit, bah écoute, oui, regarde, parce qu'on sait jamais, je peux faire des erreurs quand même, et elle faisait quand même, son valeur ajoutée, c'était de faire des petits tableaux, quand même, des petits tableaux Excel, qui me permettaient de voir, un peu répartir les dépenses, enfin, c'était plus de mettre en forme l'information, en quelque sorte, et de calculer le point mort, mais je le connaissais un peu, parce que c'est quand même pas très difficile, ça, c'était encore dans mes compétences d'être capable de voir combien il fallait que j'en vende de tickets pour arriver au point mort, mais voilà, donc c'est un peu ça qu'elle a fait. Elle mettait en forme cette information, c'était bien, c'était très bien, hein, donc c'était une façon de le faire. Donc une organisation fondée sur des petites équipes qui collaborent entre elles. Donc une vision qui était de faire une pièce de théâtre avec un but, dont le but était également de servir les besoins des participants, les besoins variés des participants, et en même temps en reversant les bénéfices à une organisation sociale. Donc dans le cas de Shanghai, on a aidé des femmes dans le Sichuan, qui étaient des femmes agricultrices, et qui avaient, vous savez, en 2008, il y a eu un gros tremblement de terre dans le Sichuan, et ce tremblement de terre de forte magnitude a considérablement bouleversé les terres, en fait, hein, a détruit en quelque sorte les cultures, l'organisation des terres, etc., a considérablement bouleversé le paysage. Donc ces femmes se sont retrouvées sans leurs moyens de subsistance et donc condamnées, peu ou prou, à migrer vers les villes pour se retrouver dans cette population flottante des migrants chinois qui sont en quelque sorte un peu des sous-citoyens de la Chine, puisqu'ils perdent leurs droits, ils sont corvéables à merci, renvoyables, qu'on peut renvoyer un peu quand on n'a plus besoin d'eux. Et donc, pour éviter ça, une association locale leur a proposé de les former à la broderie. Les Chinois sont très forts en broderie, ils font de l'artiste. Vous connaissez les broderies chinoises très jolies sur les sur les peignoirs, mais sur brode surtout. Donc il y a plusieurs techniques de broderie qui existent depuis très longtemps. Donc en fait de former ces femmes à la broderie pour ensuite créer un petit business, une petite entreprise sociale qui vendait les produits de leur travail, en particulier à des chaînes d'hôtels de luxe pour des cadeaux. Donc ils faisaient surtout des pochettes brodées
pour les vendre. Donc on a décidé d'aider cette organisation. Alors le choix de l'organisation a été quelque chose justement auquel je n'ai absolument pas pris part. Hein. Donc elles ont discuté, elles ont fait des propositions différentes en voyant qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact, en prenant des avis. Donc le choix n'a pas été le mien en fait. Hein. J'ai pas, la seule chose que j'avais dit, c'était, mais ça, là vous voyez, c'était pas d'une grande coercition. C'était dire on fait un projet sur les femmes. Il est à peu près, il est relativement cohérent de servir une organisation qui sert la cause des femmes dans cette notion d'empowerment, hein, d'épanouissement de leur potentialité. Donc le choix de cette organisation caritative chinoise s'est fait alors sur de multiples critères, c'est-à-dire qu'à la fois on voit là la complexité des choix, c'est-à-dire qu'à la fois il fallait choisir une organisation qui ait du sens, qui faisait quelque chose, qui était pérenne, qui fonctionnait, qui avait une formation, qui formait des femmes, etc. Mais en même temps, il fallait que la cause soit compatible en quelque sorte. Si par ailleurs on voulait chercher des sponsors, il fallait qu'on prenne en compte en quelque sorte un petit peu les visées des sponsors, de manière à ce que ça soit pas antagoniste. Hein. Donc c'est pour ça, par exemple, que certaines causes en Chine ont été un peu écartées, parce que les organisations orange, les multinationales qu'on est allé voir pour nous financer, étaient pas tellement prêtes à financer des entreprises de lutte contre la prostitution. Enfin, il y avait des mots qui leur faisaient un peu peur. Hein. Donc elles avaient leurs propres limites dont on a tenu compte dans le choix des organisations. En Inde, on a été beaucoup plus... du coup, forte de cette expérience, j'ai été plus... on en a discuté avec Sonali et j'ai dit il faut vraiment qu'on assume notre rôle, c'est-à-dire qu'on aille là où ils veulent pas aller nécessairement, parce que j'avais vu qu'en fait le sponsoring couvrait qu'une partie des ressources et qu'on était capable de générer suffisamment de ventes de tickets pour finalement être assez autonome financièrement. Donc j'ai dit on peut prendre le risque de soutenir des causes un peu difficiles, et parce qu'en Inde on trouve beaucoup d'argent pour soutenir l'éducation. Alors ça c'est quand même une sorte de valeur dominante indienne. Hein. Il y a beaucoup c'est un défi important, mais c'est aussi quelque chose qui correspond à ce que les Indiens aiment beaucoup, la formation, l'éducation. Et en fait, on a choisi là de soutenir, alors là, une femme qui fait un travail beaucoup plus difficile, justement sur la prostitution, c'est-à-dire des femmes de caste en bas, hein, des intouchables, se retrouvent pris dans des réseaux de prostitution. Et ces femmes ont des enfants. Et ces enfants assistent à ce spectacle extrêmement tourmentant de la prostitution de leur mère. Et notamment, concrètement, elle avait créé une sorte de home pour éviter que le soir, quand les femmes allaient sur les scènes de prostitution, n'emmènent pas leurs enfants. C'est-à-dire que les enfants aient un endroit pour être ensemble et pour ne pas voir ça. Et évidemment, dans ce home, ils ont commencé à faire des jeux, à s'occuper un peu d'eux sur le plan éducatif, enfin, donc à construire autour de ça. Et c'est une organisation qui, peu à peu, a développé ses buts, hein, en faisant une aide sanitaire aux femmes, puis une aide psychologique, puis une remise au travail en leur proposant des alternatives de formation et de travail. Donc c'est une organisation qui s'était constituée comme ça et qui était un sujet difficile parce qu'il touchait les intouchables, les femmes, la prostitution, beaucoup de choses qui sont tabous dans la société indienne, ou du moins qui sont perçues de manière assez négative. Et j'ai dit, bon là, je crois qu'on a discuté, hein, on a justement, elle a beaucoup discuté, beaucoup réfléchi, et on s'est dit que bon, ça avait du sens, étant donné qu'on allait être relativement maître de nos ressources et de nos gains, de soutenir, de marquer un peu un coup un peu fort en allant là où les autres voulaient pas aller. Et de servir cette cause également. Donc voilà, une organisation collaborative avec un but généreux et social, une organisation créative aussi, puisque c'est du théâtre, donc ça évidemment sous-tend que c'est un processus de création. Donc une œuvre de théâtre, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui s'auto-organise d'une certaine manière, surtout que la pièce n'était pas montée et elle se monte à chaque fois de manière différente. Donc c'est un processus
processus créatif avec ses aléas, avec ses apports de chacun, avec les propositions. Voilà, qu'est-ce qu'on fait comme costume, qu'est-ce qu'on fait comme lumière. Donc c'est une pièce qui a 7 actes, 2 chorégraphies et de la musique au milieu. Donc c'était une plateforme créative assez riche. Donc là j'ai assumé, j'ai dit que je prenais une assez grande responsabilité dans la direction créative de ce travail, mais enfin en même temps j'ai travaillé avec une équipe sur laquelle je n'avais aucune compétence. J'ai assumé la responsabilité à la fois je n'ai pas dirigé les femmes, c'est-à-dire je n'ai pas fait, c'est les coordinatrices qui se sont occupées de faire répéter et de finir leur mise en scène. Par contre, elles m'avaient en soutien quand elles ne savaient pas exactement quoi faire, parce que certaines n'avaient pas beaucoup d'idées de comment entraîner, comment transformer ces femmes ordinaires en comédiennes. Donc je leur ai fourni une sorte de support un peu technique en faisant une sorte de guide de répétition, en mettant des exercices simples qu'elles pouvaient faire. Et puis dans les idées de mise en scène, quand elles bloquaient un peu ou qu'elles ne savaient pas quoi faire, je leur donnais mes idées sur la question. Et puis je suis allée, quand après j'ai fait des... Donc il y a eu une centaine de répétitions, j'en ai animé qu'une vingtaine. Et il se trouve donc, et j'ai fait une répétition générale avant de faire les spectacles. Enfin, il y en a eu une première répétition en juin, puis après juste avant les spectacles qui ont lieu en octobre. Et lors de la répétition générale, j'ai noté quelques faiblesses sur certains groupes. Ils n'étaient pas tous au même niveau, ils avançaient pas du tout au même rythme. Certains étaient déjà vraiment avancés, avec des comédiennes qui étaient là, qui étaient présentes, avec une mise en scène qui avait déjà pris forme. D'autres traînouillaient un peu, donc je suis allée leur prêter main forte. J'ai fait quelques séances supplémentaires pour activer, pour compléter en quelque sorte ce qui manquait, ce qui me semblait manquer dans leur mise en scène. Donc là, on voit bien un rôle un peu de soutien, en fonction de la nécessité, mais je ne suis pas occupée de ça. Donc j'ai assumé des petits rôles comme ça, pas énormément. J'ai par exemple, j'avais défini un peu des couleurs aussi, parce que les actes, pour briser la linéarité de cette pièce, qui est quand même un peu particulière, il y avait des énergies un peu différentes à chacune de ces étapes. Ces actes sont nommés, ils correspondent à des énergies différentes des aspects différents de l'expérience d'être femme, enfin de ces femmes. Et donc j'avais défini comme ça de manière assez générale un peu des couleurs et des images que j'avais. Donc j'avais fait des sortes de mood boards, de tableaux un peu d'inspiration que j'ai donné aux filles qui se sont occupées des décors, la fille qui s'est occupée du maquillage, aux musiciennes, aux chorégraphes. Voilà, c'est tout. J'aurais donné juste une sorte d'inspiration de départ dont elles se sont emparées et dont elles ont fait ce qu'elles voulaient. Il y a eu combien de représentations ? Il y a eu à Shanghai 3 représentations plus une, parce qu'on a rejoué la pièce en décembre avec une équipe réduite, avec 50 femmes. Et puis en Inde, 2 gros spectacles, à chaque fois. C'était à Pune, à côté de Mumbai. Voilà. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que donc voilà, on voit le processus de décision était comme ça, c'est-à-dire que si les groupes avaient besoin de faire, ils s'organisaient, donc il fallait qu'ils se trouvent des salles de répétition. Alors j'avais prévu pour mes répétitions, j'avais prévu mes salles de répétition. Les leurs, elles s'en sont débrouillées. Je les ai aidées quand je pouvais les aider. Si elles avaient des dépenses à faire, mais elles n'en ont pas vraiment eu beaucoup à faire, elles décidaient. Et puis voilà, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on se prémunit dans un système comme ça d'une dérive, un moment, un truc qui part en... Eh bien en fait, on le suit, mais ça, personne ne l'arrête, quoi. En fait, je ne sais pas parce que ça ne s'est pas vraiment produit. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ce qui était très clair, c'était donner le but. C'est le principe de ces organisations de style. C'est on dit, voilà, on veut faire un spectacle avec 99 femmes sur scène, on va le faire dans ce grand théâtre. Donc ça, c'était fixé dès le départ. J'avais déjà réservé le théâtre, les dates. Donc je leur ai dit, bon, c'est là où on va. Tu avais des dates ?
J'avais des dates et j'avais la salle. Et donc il y avait 1500 sièges à remplir, voilà, et des dates qui étaient fixées. Mais j'aurais dit le reste, eh ben, là maintenant, il faut qu'on y aille. Donc j'ai expliqué le script, parce que notre narration, c'était la pièce. Mais en fait, en Chine, je l'ai très peu expliqué. Je l'ai beaucoup plus expliqué en Inde et je vous dirai pourquoi. Je l'ai très peu expliqué en Chine. J'ai laissé véritablement les équipes s'emparer du texte, le comprendre, le discuter, allouer la distribution des rôles que je n'ai pas faite. Les problèmes de langue, alors, c'était en 3 langues, anglais, chinois et français. Et donc, en fait, chaque femme parlait dans sa langue de confort. Il y avait 22 nationalités représentées, hein, donc c'était quand même très gros, hein, à Shanghai. En Inde, c'était en hindi, marathi et anglais, mais c'était que des indiennes. Hein, c'était que des femmes indiennes. Donc très différent, hein, comme contexte. Et je n'ai pas beaucoup expliqué la pièce en Chine. Parce que, en fait, justement, comme il y avait tellement de nationalités, c'était une pièce que j'avais écrite moi, c'était donc mon imaginaire, en quelque sorte, hein, alors avec la variété telle que moi, je pouvais la pressentir, mais ça, c'est un peu l'expérience chinoise qui m'avait donné ça, c'est que les femmes chinoises, ça leur parlait pas nécessairement, c'est-à-dire qu'il y avait des références implicites dans cette pièce qui ne leur parlaient pas beaucoup. Donc, j'ai fait confiance au personnage pour s'emparer de sa créature et qu'elles en fassent quelque chose. Et parce qu'en fait, dans la direction d'actrice, c'était très particulier. C'est que justement, quand j'étais vis-à-vis de femmes, quand j'en ai fait un petit peu, hein, à la fin, j'ai fait un week-end des filles qui voulaient. Je me suis dit, bon, voilà, je vous ouvre le week-end. Si vous avez besoin de répéter votre texte, vous pouvez venir me voir et on va le travailler ensemble. Donc, j'ai fait une sorte de répétition supplémentaire, un peu individuelle. Et en fait, les modes de compréhension des personnages étaient très différents. Les occidentales avaient besoin que je leur explique, c'est-à-dire elles avaient besoin des références, le personnage, d'où il vient, qui c'est, quelles sont ses motivations, etc. Donc c'était une compréhension assez rationnelle, analytique du personnage pour pouvoir se l'approprier et en jouer. Les femmes chinoises ne comprennent absolument pas les choses comme ça. Donc en fait, je ne leur expliquais pas le personnage, mais je leur montrais comment il se tenait. Si elles ne trouvaient pas, je les faisais marcher et puis on essayait de trouver une démarche, une posture du personnage, parce qu'elle comprenait beaucoup plus par la posture physique, en quelque sorte, du degré de résistance, de passivité, d'énergie, d'agressivité, de douceur du personnage. Donc je les ai fait beaucoup plus travailler sur les modalités corporelles d'incarnation de leur personnage, beaucoup plus qu'une compréhension intellectuelle et émotionnelle. Hein. Donc c'est pour ça que je n'avais pas expliqué en détail la pièce. Mais par exemple en Inde, alors en Inde, j'ai réécrit une partie de la pièce parce que je voulais en même temps que ça soit localisé, c'est-à-dire que dans la pièce chinoise, c'était mon imaginaire, mais comme ça faisait quand même un certain temps que j'étais en Chine, il y avait un certain nombre d'histoires chinoises aussi. J'avais incorporé finalement dans mon imaginaire des histoires chinoises. Et donc en Inde, je me suis dit, je connais aussi un peu l'Inde, et donc je me suis dit, d'abord j'en avais un peu marre de certains personnages, j'avais envie de virer quand même quelques nénettes qui commençaient à me fatiguer un peu, et donc je voulais faire rentrer d'autres histoires. Donc je suis allée puiser dans l'imaginaire indien un peu de nouvelles histoires. Et là, Sonali, qui était plutôt une intellectuelle, donc elle avait des caractéristiques particulières, mais c'est une fille qui avait besoin de comprendre. Donc là, on a passé 2 jours ensemble en Inde, au tout début, avant que commence le projet, où je lui ai expliqué par le menu les tenants et les aboutissants et les parties non écrites de la pièce, hein, c'est-à-dire les parties cachées, d'où ça me venait, pourquoi c'était ça. Mais en même temps, dans l'interprétation, il y a eu beaucoup de variations. Hein. Il y a eu des malentendus, mais très rigolos. Et c'était très marrant parce que j'ai fait une répétition avec les femmes indiennes juste avant le spectacle et les filles m'expliquaient le personnage et c'était très drôle parce que je disais qu'on connaît un petit peu le personnage mais elles en avaient fait une vision totalement personnelle voilà et c'est le but du théâtre, hein, c'est le but du théâtre et qui est très intéressant et qui dans ce projet il y a énormément de choses et notamment le théâtre a ceci de très intéressant dans cette prise de conscience des limites de son moi. Hein, en fait, le théâtre est quelque chose qui est un processus de compréhension non intellectuelle,
de sortie de soi, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire de cette déconstruction du moi. Parce que pour jouer un personnage, il faut accepter de se déconstruire un petit peu pour rentrer dans la vie de quelqu'un d'autre et très différent, dont on ne connaît pas, et tout d'un coup qu'on va faire sien. Et donc c'est une prise de conscience extrêmement intéressante des limites de son moi identitaire, de cette crispation sur son petit moi. Et donc ça, et on n'a pas besoin de l'expliquer, je n'explique jamais ça, mais ça se fait tout seul. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est que cette déconstruction n'est pas angoissante, parce que la continuité, c'est le corps. En fait, le corps est lui toujours présent. Et donc, il y a une sorte de déconstruction, un peu de construction psychologique du moi, mais pas de disparition du soutien de l'identité fondamentale qui est le corps et la voix. Et c'est pour ça que le théâtre est extrêmement puissant dans cette prise de conscience d'une existence individuelle, et en même temps, alors là, pour le coup, d'une prise de conscience de la diversité et du collectif, puisque c'est une pièce surtout cette pièce de théâtre était... Il y avait quand même des paroles, il y avait quand même... Ah oui, bah c'est du texte, hein, c'est un texte. Oui, hein. le texte, vous n'avez pas répondu à la question. Là. Quelle question? Comment se faisaient les transferts de langue? Alors, en fait, en Chine, chacune parlait dans sa langue de confort, c'est-à-dire qu'une chinoise parlait en chinois, une française parlait en français, une des 20 autres nationalités parlait ou en anglais, ou en chinois, ou en français, selon la langue qu'elle dominait le mieux. Et en fait, en Chine, on a été obligé de mettre des sous-titres. Il y avait des sous-titres anglais, parce que l'anglais était en gros une langue... sous-titres anglais et chinois. J'ai pas mis les sous-titres français. Donc s'affichait sur l'écran très au-dessus des femmes en caractère lisible les traductions. En Inde, comme tout le monde, tous les Indiens, le public indien parle l'hindi, comprend bien l'anglais et le marathi qui est la langue locale, Sonali a fait le choix de ne pas mettre de sous-titres lisibles. Donc, mais c'était le même principe, les femmes parlaient... Tout le monde savait lire en Chine. Oui, tout le monde savait lire. Oui. Mais en même temps, moi j'ai beaucoup assisté à la pièce sans sous-titres. En fait, entendre une pièce dans une langue étrangère est pas nécessairement un problème en soi, parce qu'il y a quand même la présence de la personne, il y a sa gestuelle, c'est des textes très courts, hein, donc c'est pas sur 99, je dirais, si on comprend. De toute façon, on comprend pas toutes les histoires. On ne peut pas s'intéresser à toutes les histoires individuelles. Ça, c'est que la lenteur du texte écrit qui peut permettre de faire ça. Dans le flux d'une pièce, on n'entend pas tout. Donc, c'est pas extrêmement gênant, en fait. Hein. Et je dirais que même il y a une musicalité des langues aussi qui est très jolie. Le chinois est une langue formidable au théâtre, parce que c'est une langue extrêmement modulée. Et donc qui a eu un impact sonore incroyable. Donc c'est très marrant d'écouter une femme chinoise, même si on ne comprend pas ce qu'elle raconte. Il y a une sorte de musicalité intéressante et qui permet tout à fait de rester dans le rythme. Et ça ne dure jamais que 30 secondes. Hein, donc on n'a pas le temps non plus de rien comprendre pendant... Et comme c'était un tiers en fait, hein, un tiers en français, un tiers en chinois, un tiers en anglais, en gros chacun comprenait au minimum 2 tiers de la pièce, ce qui est déjà largement suffisant. Voilà. Le texte était tout écrit par toi? Oui, tout écrit. Ils avaient le droit de le modifier un tout petit peu. Ils avaient le droit de modifier certaines choses, c'est-à-dire quand vraiment, par exemple, il y avait ils n'avaient pas le droit de changer l'ordre, parce que l'ordre était important, le séquencement, mais elles pouvaient changer les prénoms. Si un prénom les emmerdait, ils avaient du mal à le prononcer. Parce que chaque fragment commence par « je m'appelle ». Hein, donc la femme se présente et elle raconte ensuite. Et si par exemple dans mon écriture je faisais des références qui vraiment leur parlaient pas, donc par exemple il y a une fille à un moment donné qui raconte qu'elle traîne rue du Cherche-Midi, bon la fille n'arrivait pas du tout à prononcer Cherche-Midi, elle est en anglais, donc on a pris l'avenue du Maine, je crois, bon j'ai pris un truc un peu pas trop loin. Donc il y avait des ajustements, il y a eu quelques ajustements comme ça, oui bien sûr, c'était possible. Et en Inde aussi, alors là il y a, dans les modifications de la pièce, certains ont été faits par moi, parce que j'avais envie, tout simplement. D'autres m'ont été demandés par Sonali parce que c'était des fragments un peu choquants, c'est-à-dire qu'en fait, qui heurtaient la sensibilité des Indiens. Donc j'en ai changé 2. Il y avait deux fragments qui étaient problématiques. Et il y a eu quelques modifications, là aussi, de nature géographique. C'est-à-dire qu'en fait, quand je faisais référence à un lieu ou à quelque chose, ou à une profession, ou à quelque chose, ils avaient le droit de changer ça parce que c'était des éléments, des attributs secondaires, en fait, hein, de l'histoire. Donc ils pouvaient changer. Ils pouvaient mettre un autre bled au lieu du nom de ville que j'avais choisi. Ils pouvaient en choisir un autre. Mais en même temps,
temps, je leur ai demandé de conserver un certain exotisme en même temps, de pas trop localiser, puisque la pièce parle de la diversité, donc il fallait quand même qu'il y ait une certaine variabilité des histoires et que, bah oui, peut-être que toutes les références n'étaient pas comprises, mais il fallait qu'on entende des voix quand même multiples, donc il fallait pas quand même tout mettre au carré de l'Inde, donc c'est pour ça qu'on a gardé des prénoms qui n'étaient pas indiens, il y avait des histoires chinoises qui sont restées dans la version indienne, il y avait des histoires indiennes déjà dans l'histoire chinoise, donc il y avait quand même une sorte la vision de la pièce, c'est une vision d'expression de la singularité et de la diversité, hein. En fait, c'est ça l'idée principale de cette pièce. Donc ça, je dis, bon, bah, on conserve ça quand même, on conserve enfin, ils étaient d'accord, hein, avec cette idée-là. Chaque fille arrivait à raconter son histoire. Ouais, Quoi. voilà. Voilà. Donc, et alors, ce qui est intéressant dans les différences d'organisation, c'est ce que j'évoquais là, lors de la pause, c'est que donc moi, à Shanghai est une ville de la rapidité, hein. C'est une ville où les gens viennent, sont surstimulés, donc ils font 12 milliards de trucs de manière extrêmement superficielle parfois. Ils ont un boulot, ils font du yoga, ils participent à ci, ils sortent le soir. Et donc, c'est une ville extrêmement fragmentée. Hein, où les gens ne restent pas et sont dans un processus de transformation généralement assez rapide. Il y a beaucoup de gens jeunes, il y a une énergie absolument colossale. Mais alors donc c'est pas du tout un endroit où on peut bâtir les choses de manière stable. La stabilité, c'est vraiment totalement étranger à la ville de Shanghai. Donc moi j'avais choisi une organisation extrêmement évolutive, extrêmement vivace, comment dirais-je, agile dans ses modalités. Donc avec zéro management, hein. Si, on avait des petites réunions de temps en temps quand même, mais vraiment, j'ai réduit au maximum ça. Il y avait pratiquement rien. En Inde, où c'était un peu différent, puisque c'était des femmes indiennes de Pune, donc il y avait déjà une cohérence beaucoup plus grande de la population, cohérence apparente, puisque en Inde, vous avez beaucoup de castes, donc il y avait beaucoup de castes représentées, beaucoup de niveaux sociaux. Donc la diversité, elle est déjà inscrite dans le fait même d'être indien. Donc il y avait des différences religieuses aussi, hein. Il y avait des hindous, des femmes musulmanes, voilà, donc il y avait une diversité religieuse, de castes, ça suffisait déjà, mais elles étaient toutes indiennes. Et en fait, là, Sonali, progressivement d'ailleurs, hein, je lui ai donné un peu les principes de mon organisation au début, hein, je lui ai dit, voilà, tu vas organiser tes trucs, les coordinatrices, elles vont s'auto-gérer, tu leur donnes le script, et puis elles vont... Mais l'Inde est une grande démocratie, et donc, par exemple, alors je l'ai appris à la fin, elle a laissé toutes les femmes choisir leur rôle. Mais à toutes, c'est-à-dire, elle a fait des groupes et puis elle a demandé et tout le monde pouvait choisir. Alors donc ça a été un débat, alors à l'indienne, hein, un débat incroyable. Donc ça finit par se résoudre, mais un débat complètement colossal. Et ce mode démocratique indien est extrêmement consommateur de temps. C'est-à-dire tout est discuté. Chacun a une opinion, et alors ils aiment beaucoup discuter, souvent c'est très confortable parce que comme ça ils n'agissent pas, mais on n'avait que 5 mois, parce que de la même manière, les dates étaient retenues et le lieu était retenu, donc là on ne peut pas choisir, on ne peut pas bouger ça. Et donc Sonali a été amenée à avoir une guidance un petit peu plus hiérarchique, hein. Donc elle a dédoublé les coordinatrices, elle a mis une coordinatrice des coordinatrices, alors, bon, j'ai rien dit, hein. J'ai dit, bah, elle en avait besoin. Et puis, elle avait une responsable de production, elle avait une directrice artistique. Elle a plus hiérarchisé son équipe avec des fonctions plus précises. Et je crois parce que, d'une part, pour éviter cette espèce de brouhaha qui est très fréquent, qui est très sympathique, mais qui est très consommateur, et d'autre part parce que en fait les femmes indiennes dans leur ensemble, hein, sont très habituées en fait à des systèmes un petit peu hiérarchiques comme ça, avec plus de sécurité. En fait, ça leur donnait plus de sécurité. Une organisation trop sans management, sans leader, sans responsable, les inquiétait
inquiéter un petit peu. Et le but n'est pas ça, le but n'est pas d'inquiéter les gens qui participent, il faut leur donner la sécurité pour qu'ils puissent révéler leur potentiel créatif, pour qu'ils puissent se transformer, pour trouver ce qu'ils y trouvent. Si on met les gens en danger, ils ne peuvent pas le faire. Donc c'est pour ça que là, il y a une flexibilité de l'organisation, il faut toujours trouver le niveau de liberté et de responsabilité qui correspond à ce que les gens sont capables d'absorber à un moment donné. Et s'ils ont besoin de sécurité, eh ben, il faut la leur donner. Et si la sécurité passe par finalement des gens qui disent un peu quoi faire et qui accompagnent le mouvement et qui donnent la sécurité, eh bien c'est ce qu'il faut faire. Et donc c'est ce qu'a fait Sonali. C'est aussi parce que Sonali, de sa personnalité, là, elle est très différente de moi. On partage des choses en commun. Bon, on aime le théâtre. C'est une fille qui s'est occupée d'entreprises, enfin d'entreprises sociales. Donc elle s'est bien organisée. Elle est très investie dans la communauté. C'est quelqu'un qui a plus que moi un rôle très positif dans les quartiers. Elle a éduqué pendant 7 ans des petits-enfants dans les bidonvilles indiens. Donc bon, c'est une fille qui a vraiment une fibre extrêmement forte. Spirituellement, c'est une fille qui est plus, je pense, très avancée, qui est très, très forte. C'est une force tranquille, alors que moi, je suis plutôt une espèce de force un peu plus bouillonnante et un petit peu plus impulsive. Et donc, on est des personnalités différentes, et elle est beaucoup plus perfectionniste que moi. C'est-à-dire, moi, j'ai une très grande... Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce mode d'organisation. C'est que j'ai une très grande tolérance à l'imperfection, une très grande tolérance à l'incertitude et une très grande tolérance à la contradiction. Et donc, j'ai fait aussi ce qui me correspondait, c'est-à-dire que dans mon organisation comme ça, extrêmement légère, eh ben, tout le monde n'avançait pas au même rythme, tout le monde n'était pas très bon, donc il y avait de temps en temps, c'était pas terrible, mais bon, si finalement ça allait et que l'essentiel était là, ça m'allait bien. Et une grande tolérance à l'incertitude, c'est-à-dire que je sais la vision, la cause que je veux servir et le but, mais je n'ai pas une planification extrêmement précise. C'est-à-dire que je donne le but, mais je ne donne pas le compte à rebours extrêmement précis. J'accepte qu'il y ait un haut degré d'incertitude jusqu'à très longtemps. Je m'inquiète pas de là-dessus. Donc ça, c'était assez... En ce sens, ça reflétait aussi un peu ma propre façon de faire. Donc certaines ont été un petit peu déstabilisées par ce mode de fonctionnement. Mais finalement... l'ont assez bien toléré parce qu'il y avait quand même une sécurité qui était donnée par ces outils, par cette disponibilité que je pouvais avoir et les outils que j'ai construits, par exemple d'aide aux répétitions. Bon, c'est un petit guide de 10 pages, pas très, qui donne les points importants à faire, enfin qui donnait des idées en fait de façon d'organiser les répétitions. Quand même quelques réunions de coordination, de partage d'informations, assez légères, hein, pour parler de ça. Et puis une utilisation intensive quand même des réseaux sociaux, c'est là où c'est très intéressant d'utiliser ça, c'est-à-dire que en même temps des projets comme ça sont difficilement réalisables sans les outils de communication dont on dispose aujourd'hui, qui permettent une extrême rapidité du partage d'informations, et qui quand ils sont utilisés de manière intelligente, permettent alors vraiment une grande vélocité et une démultiplication extrêmement grande. Donc on a beaucoup utilisé ça aussi. Et voilà, donc ce qui est intéressant là, c'est que donc ça a été un outil de transformation extraordinaire pour beaucoup de femmes. J'ai vécu des moments extrêmement émouvants parce que véritablement là-dessus le succès public a été très grand, le succès je dirais la gloire a été importante au niveau du public, mais aussi au niveau des journaux. Tous les plus grands journaux en Chine et en Inde s'en sont emparés sans que je fasse pas grand chose, hein. Et puis surtout, et c'est là pour moi le plus important, c'est que ça a été un outil de dynamisation et de transformation extrêmement important pour les participantes. Et justement dans cette idée à la fois d'épanouissement individuel, c'est-à-dire je découvre des choses, des capacités différentes, je sors sans avoir peur de ce que je connais, de ma zone de confort, et en même temps je me confronte à la diversité au sein du groupe et j'apprends énormément de choses à me confronter à cette diversité. Donc ça a été particulièrement fort.
pour toutes les femmes, et alors en Chine, puisque là je peux en parler un peu plus, en particulier pour les Chinoises, parce qu'alors là, ce type d'organisation et ce type d'expérience est très très éloigné du mode extrêmement formel, hiérarchisé et conformiste chinois. Alors les Chinoises me disaient, oui, tu es le leader, non, non. Donc c'était ça, elles étaient complètement avec ces schémas-là, hein, de ce qu'il fallait faire, il fallait leur... Elles sont le modèle éducatif hein, de qu'est-ce qu'il faut faire et d'avoir des directions extrêmement précises. Et donc, progressivement, sans les mettre en danger, les coordinatrices, et puis moi un peu, mais les coordinatrices surtout, ont fait ce travail de les ouvrir à autre chose, à une image différente de la féminité, qui est quand même importante, parce que malgré tout, la Chine n'a pas à moins que l'Inde, un problème de position de la femme et du rôle de la femme, mais enfin néanmoins les images de la femme sont relativement limitées quand même, donc il y a toujours un besoin d'étendre les possibilités, donc ça a été un outil extraordinaire de transformation et qui est beaucoup passé par le corps en fait, hein. C'est-à-dire que j'ai beaucoup utilisé la présence corporelle de ces femmes, parce que les Chinoises sont souvent, elles sont bien formées, éduquées, mais c'est plutôt au niveau du corps qu'elles ne s'expriment pas. C'est-à-dire qu'elles arrivent, souvent une petite Chinoise, elle arrive un peu les pieds en dedans, elle parle avec une toute petite voix, elle hésite à exister. Hein, elle peine à exister. Et donc là, le théâtre a été un outil formidable. J'ai vraiment des expériences merveilleuses de transformation que j'ai vues, hein, de transformation des personnes. Et alors en Inde, c'est pour ça que les gens prenaient ce qu'ils avaient envie d'y prendre. En Inde, ça a été un outil... Les femmes avaient beaucoup plus peur. C'était très curieux. Elles ont toutes parlé à la fois de leur désir d'expression et de leur peur de sortir de leur rôle. Et donc, on sentait très bien que là, il y avait à la fois une frustration d'expression hein, qu'elles ressentaient très fort, un désir de s'exprimer et une sorte de contrainte assimilée hein, auquel elles consentaient sans parfois en avoir conscience, d'un certain nombre de rôles, alors là pour le coup qui sont généralement très limités, c'est-à-dire la maman, bon il y avait quelques working girls quand même, et puis cette religiosité aussi assez pesante. Hein, il y avait des intouchables oui, il y en avait. Oui. Il y avait vraiment toutes les castes représentées. Ça a permis de briser un peu ce système. Oh, je pense, je sais pas tous, je crois beaucoup, entre elles, beaucoup. Alors, parce que c'est ça qui a été l'élément important. Au niveau personnel, en fait, le groupe les a sécurisées pour faire cet effort de se projeter dans une diversité de rôles qu'elles ne pouvaient même pas imaginer. Elles ont découvert aussi des choses très rigolotes. C'est que l'excuse habituelle hein, de tout le monde, c'est j'ai pas le temps. J'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mon boulot, etc. J'ai pas le temps. Et donc, je dis, très bien, vous n'avez pas le temps. Et donc, je dis, c'est pas énormément de temps que je vous demande. Essayez quand même, essayez de lui aller. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse. Et elles ont découvert que leur famille survivait sans qu'elles soient présentes tous les, tous les week-ends à fabriquer des chapatis pour toute la famille, que les hommes avaient survécu quand même dans cette époque. Et en fait, ce qui était vraiment touchant pour moi, c'est qu'après le spectacle, ce sont les hommes indiens qui sont venus le plus chaleureusement me remercier de ce que j'avais fait pour leurs femmes. Non, mais surtout de l'extraordinaire joie et vitalité que ça avait réveillé chez leurs femmes. Et donc, en fait, ils étaient bluffés. Et donc, j'ai été extrêmement touchée par ça, hein, vraiment. Comment ? Ils auraient pu râler Alors ils ont râlé, mais souvent ils ont râlé au début parce que, en fait, une des raisons, donc on a transformé des contraintes en avantages. Comme les femmes indiennes ne peuvent pas le soir partir, parce que pour deux choses, la ville indienne est extrêmement compliquée de circuler, c'est-à-dire qu'elle est chaotique, donc en fait faire 10 km ça prend 2 heures, donc on ne pouvait pas faire les répétitions le soir, et en plus elles avaient leur fameux rôle familial de fabriquer les chapatis pour la famille, bon, et donc en fait en gros il faut qu'elles soient là au retour de l'école des enfants et préparer le dîner familial, et en gros c'était pas possible. Donc on s'est dit, quel est le moment finalement et on s'est dit, c'est le week-end entre 2h et 4h30. Elles sont à peu près tranquilles parce qu'elles ont fait toutes leurs obligations familiales. Bon là en gros, il ne se passe pas grand-chose. Donc, week-end entre 2h et 4h30, et on a fait ça dans un endroit et un seul. Et c'est là en fait la botte secrète. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser les contraintes de son environnement. Parce qu'en fait, on a organisé donc un endroit de répétition. Donc elles ont répété à 99. Et donc en fait,
le travail de découverte de la diversité et du pouvoir qu'elles avaient entre elles, de la façon dont elles pouvaient se nourrir les unes aux autres, a été encore plus fort qu'en Chine, parce qu'en Chine, moi j'ai adopté le mode commando, c'est-à-dire que c'était plein de petits groupes. Mais là, de cette contrainte finalement sociale, hein, on en a fait un avantage parce qu'elles se sont retrouvées dans une école. On utilisait une école le week-end, parce qu'elle était libre, hein, il y avait personne. Et donc on utilisait le préau de l'école, plus 7 salles autour, dans lesquelles elles faisaient le travail par groupe et en même temps le travail collectif. Et là, Sonali a fait des choses que moi je n'ai pas faites. C'est-à-dire qu'elle leur a fait faire des workshops en plus, des workshops de réflexion. Ils ont invité un acteur de Bollywood, leur expliquer comment il fallait jouer. Ils ont invité la responsable du projet social pour expliquer la cause. Donc elle a fait beaucoup plus de travail, je dirais, en profondeur. Hein. Elles ont écrit leurs propres répliques en résonance avec ce qu'elles lisaient. Elles ont fait un travail beaucoup plus élaboré que je pense a été fait dans les groupes chinois, où finalement la troupe ne s'est levée qu'à la fin, hein, qui a été un moment extraordinaire, mais parce qu'en fait, aucune, moi, des filles qui travaillaient dans les groupes n'avait vu la pièce en entier avant de la jouer quasiment. Hein. Donc il y avait vraiment un côté performateur et complètement ad hoc de cette expérience, mais qui était quand même un peu angoissante pour certaines. Alors que là, pas du tout. Elles ont travaillé en groupe, donc c'était très intéressant d'utiliser cette contrainte de transport et de tradition pour finalement en faire un avantage. Et donc ce qu'elles ont appris, et ça a été formidable, elles ont appris à la fois à sortir d'elles-mêmes, à exprimer ce désir longtemps étouffé, on va dire, hein, longtemps étouffé, et en même temps elles ont pris conscience de la diversité et de leur force collective, je crois, de manière beaucoup plus forte. Elles se sont emparées de la pièce d'une manière beaucoup plus féministe que les femmes chinoises, hein, là encore, sans le dire, c'est-à-dire c'était pas marqué pièce féministe, etc., mais tout simplement en le faisant, en fait, par le processus lui-même et par la manière dont elles s'en sont emparées. Et donc là, comme en Chine, ça a créé une dynamique assez extraordinaire entre ces femmes. Moi, c'est pour ça que ça vit. Hein. Moi, dans les filles de Shanghai, il y en a qui ont fait du business ensemble. C'est comme ça que j'ai rencontré Marie, j'ai travaillé avec elle après. Il y en a qui ont fait du business. Il y en avait qui venaient pour des raisons extrêmement pragmatiques, hein, pour se faire un réseau professionnel. Donc, j'avais une fille qui venait de Macédoine qui vend du rosé, qui a vendu du rosé à toute l'équipe. J'avais juste dit, écoute, tu limites le verre de pinard avant le théâtre à un verre, parce que je veux pas quand même, je lui ai dit, et pas de rakia non plus, parce que c'est vraiment trop fort. Je veux pas qu'elles arrivent comme ça. Mais bon, elle a vendu son... Voilà, donc il y en avait qui avaient eu vraiment des motivations totalement différentes. Il y en a qui se sont fait un réseau professionnel pour trouver des boulots, pour trouver des missions. Et sa vie, alors, ça continue. C'est-à-dire que cette dynamique a créé quelque chose d'extrêmement fort. Et les femmes indiennes, exactement de la même manière. Hein. C'est-à-dire que ça a créé des solidarités importantes parce que fondées sur une action commune, hein, fondées sur une réalisation commune, partagée, dont elles ont été fières, qui les dépassait, qui a été un succès. Et donc ça, c'est un des ferments les plus intéressants pour dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc on a fait ça, maintenant on y va, quoi. Hein. Voilà. Et donc... sur ce principe-là, c'est pour ça que cette année, je relance un autre projet qui est encore plus ambitieux, où là, j'ai introduit des processus un petit peu plus sophistiqués, parce que l'organisation est plus vaste. C'est qu'après le spectacle, alors les hommes sont venus me dire, mais nous aussi, on a des choses à dire, donc j'ai pris bonne note. On a des choses à dire. Et puis, les gens m'ont dit aussi, oui, mais là, c'est toi qui as écrit ces rôles, c'est toi qui as écrit ces trucs, mais pourquoi tu pars pas des vies réelles? Donc ça, c'est toujours la grande question. Pourquoi tu pars pas des témoignages de vie réelle? Donc j'ai dit, ok. Donc cette année, on écrit la pièce en collaboration. Donc j'ai ajouté à la dimension de mise en scène collaborative, l'écriture collaborative. Donc c'est une pièce, donc le projet, lui, alors il a doublé de durée, hein, aussi. C'est quoi la durée? En Inde, 5 mois, et en Chine, 7 mois, mais avec les 2 mois d'été, donc en fait 5 mois. Donc c'est pas extrêmement long non plus. Hein. La pièce en Chine durait 1h25, puisque en Chine on est des rapides, et en Inde elle durait 2 heures parce que c'est Bollywood, donc il faut quand même un peu mettre. Voilà, donc la durée est très flexible aussi. Voilà. Et c'est un peu long, 2 heures, mais bon bref. Donc là, le projet, c'est donc en fait, il y a 4 phases. Il y a une phase d'interview, donc on a interviewé 220 personnes, hommes et femmes, de Shanghai,
chinois, français, internationaux, avec 70 intervieweurs. Donc ces intervieweurs étaient organisés en petite équipe d'intervieweurs, avec un petit travail de formation à l'écoute active et comment faire, parce que ça les intéressait. Donc là, les gens, c'était totalement à la carte, ils s'inscrivaient comme ils voulaient, les interviewer aussi. Donc ces intervieweurs, 70 intervieweurs ont réalisé 220 interviews, ont rédigé des comptes rendus. Et ensuite, là maintenant, c'est ça, je m'en occupe un peu plus, c'est ma responsabilité dans le projet. J'ai 50 écrivains en chinois, anglais et français qui récupèrent ces comptes rendus d'interviews et qui écrivent des fragments. Donc les fragments, c'est ces petits textes, ces petites répliques. Ils les écrivent en français, en chinois ou en anglais, qui vont servir, qui vont être publiés. Donc en tant que tel, c'est un travail littéraire de transformation de cette parole des interviewés, filtrée par les intervieweurs, puis transformée par les écrivains, qui vont être publiés en tant que tel, mais qui va servir de base à la pièce de théâtre, aux 2 pièces de théâtre que nous allons faire, qui vont être certainement 99 hommes, nouvelle version, enfin nouvelle, et 99 femmes, nouvelle version. Donc, et qui va être joué ensuite par tous, alors je n'ai pas encore les acteurs, mais par tout ce monde-là. Les représentations sont séparées ou bien... Alors, je sais pas. Alors, processus créatif, je ne sais pas exactement, parce que ça dépendra un petit peu. Là, on est dans l'écriture des fragments. Donc ça dépendra un peu, je ne connais pas encore la pièce que nous allons faire. Je ne sais pas quelle forme exactement elle aura. Donc à chaque fois, c'est le même principe, des équipes. Donc équipe d'intervieweurs qui a géré sa logistique des interviewés, son recrutement des interviewés, etc. Une équipe des écrivains qui sont en groupe de 8, avec à chaque fois un facilitateur de workshop dont je m'occupe un petit peu, c'est-à-dire que là j'ai donné des guides de facilitation pour les aider un petit peu, je suis en support technique, mais enfin c'est hyper léger. Je me fais reprocher ça aux autres parce que je n'aime pas faire des réunions de coordination, donc il n'y en a que 3. Il y en a eu un au début, il va en avoir un en septembre, puis j'en ai fait une autre à la fin quand on aura presque fini pour commencer la phase suivante d'édition. La seule chose où il y a un plus petit groupe, c'est l'édition, c'est-à-dire le choix des fragments et la construction de la pièce de théâtre. Là, j'ai décidé d'un plus petit groupe parce que il faut la compétence théâtrale est relativement importante. C'est-à-dire qu'il faut savoir éditer une pièce, il faut comprendre la théâtralité d'une pièce. Donc on pourra avoir des avis. Le travail va se faire dans les groupes d'écriture, mais le facilitateur des groupes d'écriture est l'éditeur de la future pièce. Donc il y a à la fois une continuité tout en resserrant un peu le panel des éditeurs pour éviter, alors là, on prend ce fragment-là, non, on prend pas ce fragment-là, parce que construire une pièce, ça demande d'avoir une approche complète, de créer une vision de la pièce avant de choisir les fragments. Donc il faut quand même, là, pour le coup, avoir des gens qui aient une vision de la théâtralité de ce que l'on veut faire. Donc le jeu d'acteur, il est important ou bien c'est... Oui, le jeu d'acteur est toujours important, mais il peut être... Ils viennent raconter leur... Oui, mais elle joue véritablement, c'est-à-dire que quand elle rentre en scène, elles sont les hommes et les femmes sont le personnage qu'ils incarnent, donc il a une démarche, il a une voix, il a une posture, il y a une scénographie, il y a des gestes très précis qui sont fixés dans le travail de théâtre. Sur scène à des endroits... Alors c'est très varié, parce que la mise en scène est très variable, il y a des moments où elles sont, il y a 7 groupes, 7 actes, elles sont 14 personnages pareil, donc et plus une au milieu, qui est la musicienne, qui vient parler différemment. Donc, ça dépend. Alors, de temps en temps, elles sont par binôme, de temps en temps, elles sont 14 sur scène, de temps en temps, elles sont 99 sur scène, avec les 14 qui parlent, mais avec derrière la Noria. Enfin, donc, là, c'est les choix de mise en scène, c'est complètement différent. C'est toi le metteur en scène Pour Shanghai, c'était moi, mais je ne le serai certainement pas pour les nouvelles, parce que c'est collaboration dans la mise en scène. Donc, il y a des individualités qui vont émerger en disant, moi, je suis motivée par ça. Je vais certainement pas faire la mise en scène. Je vais certainement m'occuper de la pièce 99 hommes parce que ça m'intéresse littérairement de faire quelque chose de nouveau, mais je vais probablement ne pas m'investir dans les autres aspects. Tu n'as pas l'idée de venir la donner en France J'aimerais bien, mais il faut que je trouve quelqu'un un peu qui soit intéressé à le faire. Trouver quelqu'un qui soit intéressé. Parce qu'il faut quand même...
un peu quand même dans ces organisations, il faut quelqu'un qui amorce la démarche, hein, qui soit capable d'en parler un petit peu, d'aller faire 2-3 discussions comme ça, un petit réseau associatif pour pouvoir commencer à amorcer la dynamique. Après, la dynamique, elle marche très très bien, mais il faut quand même quelqu'un, et puis que ça intéresse aussi. Hein. Et là, Sonali, en fait, je vais pas forcer la main. C'est-à-dire que pendant toute cette période, moi, je publiais sur mon Facebook, sur mes blogs, un peu des trucs, mon journal de bord, en fait. Hein. Et puis je la voyais cliquer, trouver ça vachement bien, etc. Bon, et puis donc après les spectacles, je lui ai juste envoyé un petit message en disant Sonali, tu veux pas le faire en Inde? Et elle m'a dit oui, mais ça durait exactement 15 secondes entre la question et la réponse. Donc bon, là ça s'est fait comme ça. Il y a une autre fille qui va le monter à Milan l'année prochaine, mais sous la forme écriture collaborative hein, et pièces collaboratives. Donc c'est un projet qui se diffuse. C'est pas une tournée, Ah non, je tourne pas avec les mêmes. Ah bah non, c'est pas écologique ça. C'est pas écologique. J'utilise les ressources locales. Ah bah non. Ah non, 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 c'est les ressources locales qui, à chaque fois, revivifient le projet. Et c'est un projet évolutif, c'est-à-dire que la pièce est ouverte, elle est évolutive. Hein, je trouve que c'est bien de faire évoluer à chaque fois le texte. Là, c'est encore autre chose, l'écriture collaborative, c'est une autre manière de développer. Donc là, c'est vraiment qu'on a senti, parce qu'il y a une fille qui a été beaucoup investie dans le projet de Shanghai, qui s'appelle Marguerite de Perrois, qui était vraiment la fille. J'ai travaillé avec 2 filles essentiellement, Marguerite de Perrois, qui est une polytechnicienne justement, donc une fille super. Justement, qui a une approche toujours assez, qui théorise toujours la pratique. Moi, j'attends toujours un peu. Je suis plutôt quelqu'un d'empirique. Et bon, après, je réfléchis, mais je mets un temps quand même avant de faire ça. Alors elle va très très vite. Elle met parfois un peu les processus avant l'expérience, mais c'est super utile. Et une autre fille qui m'a aidé à faire la commise en scène, hein, qui venait du théâtre. Donc j'ai travaillé quand même de manière assez proche avec elle, quand même. Au moins en dialogue, hein, parce que j'avais besoin de dialoguer quand même de temps en temps pour résoudre mes propres ignorances et puis mes angoisses et puis les questions qui m'étaient posées. Enfin, c'est normal, il y a beaucoup d'incertitudes, c'est bien de pouvoir quand même parler. Et donc, c'est Marguerite qui, en fait, m'a poussée à faire... Enfin, là, pour le coup, on est les 2 porteuses de ce nouveau projet parce que c'est elle qui a dit... Tu vois la force du projet collaboratif, la force de l'implication individuelle. Voilà, elle en a tiré les principes et c'est elle qui m'a dit, voilà, les TIL organisés. C'est elle qui m'a fait lire le bouquin. Donc c'est elle qui m'a apporté en quelque sorte la vision un peu systématique de ce que j'avais fait de manière un petit peu intuitive, on va dire. Voilà. Et elle a apporté ça, et c'est pour ça qu'elle m'a dit, maintenant, il faut faire encore plus grand, il faut qu'on fasse ça, et donc on a réfléchi ensemble sur le processus, parce que on s'est dit, oui, il y a des gens qui sont intéressés à jouer, mais il y a des gens qui sont intéressés à écrire. Ça, je le savais. Ça, moi, j'avais cette intuition-là. En même temps, en tant qu'écrivain, c'était très problématique pour moi, parce que, justement, j'ai eu à dépasser cette représentation mentale que j'avais. Qu'est-ce que c'est que l'écriture collaborative ? Pour moi, c'était vraiment, parce que pour moi, l'écriture, s'il y a bien quelque chose de profondément intime et profondément de soi à soi, c'est bien l'écriture. Donc, pour moi, la notion d'écriture collaborative, c'était ma limite de représentation. Et puis, en fait, j'ai eu peur, mais je me suis dit, du coup, c'est moi je vais m'occuper des ateliers d'écriture parce que j'ai quelque chose à apprendre là-dedans, c'est pas possible autrement. Et en fait, j'ai découvert, c'est très très bien passé. En fait, cette peur était totalement imaginaire. C'est-à-dire que l'écriture collaborative n'est pas d'écrire ensemble, c'est pas chacun continue d'écrire ensemble, c'est de croire dans la dynamique de l'écriture collective, dans la lecture, dans les réponses. Quand je lis quelque chose, la réaction que tu me donnes me fait repenser à ce que j'écris, m'invite à sentir quel est l'impact, me permet de développer autre chose. Parfois, ça peut être des conseils techniques malgré tout, parce qu'il y a des gens qui sont bons en grammaire, en vocabulaire. Donc, c'est extrêmement simple, et ça n'est pas du tout une remise en question du génie individuel et du talent individuel, mais ça a un effet extrêmement entraînant et formidable en plus, parce que du coup, on s'ouvre aussi à une diversité d'histoires. Là, ce qui est très intéressant, moi qui m'intéresse artistiquement, c'est justement ce ricochet, cette résonance des relations individuelles, hein, ce qui est un peu mon projet caché, que je ne dis pas trop, mais qui est ma
motivation personnelle pour faire ça. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la propagation de la parole, en fait. C'est-à-dire que le premier projet était sur l'expression de l'identité et de la singularité. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est la notion d'identité relationnelle, c'est-à-dire c'est ce que je suis est toujours dans une relation, même si elle n'est non adressée à un tiers invisible, mais toujours dans une relation et toujours dans cette résonance de ce que d'une rencontre un peu de deux solitudes, qui n'est jamais parfaite, mais qui en même temps permet s'enrichir dans la relation à l'autre. Et ça, je dirais, moi, ma motivation personnelle pour faire ce projet, qui m'intéresse énormément littérairement, dans ce passage d'une parole et d'une démultiplication d'une parole vivante, depuis l'interviewé, à l'intervieweur, à l'écrivain, à l'acteur. Ça, voilà, moi, c'est ça qui est mon désir secret dans cette histoire. Mais je ne suis pas obligée de le partager avec les autres. Les autres ont d'autres objectifs. De toute façon. Un petit peu, oui, c'est un petit peu. Mais moi, voilà, ça c'est mon objectif à moi, parce que je crois dans le pouvoir de la littérature et je crois dans le pouvoir de la parole, de raisonner, d'être féconde, de générer des réactions. Et je crois dans cette interaction qui est justement le lieu où se définit véritablement l'identité, mais quelque chose qui est toujours en devenir, qui n'est jamais figé dans quelque chose. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse d'un point de vue spirituel, surtout d'un point de vue littéraire en fait, parce que je crois beaucoup dans le pouvoir des mots pour faire ce travail. Mais c'est ma motivation personnelle. Les autres ont 1000 autres. Certains veulent juste apprendre à écrire, donc j'ai des filles qui viennent dans les ateliers d'écriture parce que elles ont envie d'écrire, elles savent pas par où commencer. Il y en a d'autres qui ont des projets personnels d'écriture et qui veulent prendre ça un peu comme planche de démarrage un peu. Pour les interviewer, il y avait des gens qui avaient envie de raconter leurs histoires. Les intervieweurs avaient des motivations souvent très personnelles, en fait, d'écoute, d'apprendre à écouter, d'être plus performant. C'est des gens qui travaillent, par exemple, en entreprise et qui avaient besoin de ça. Dans tous les niveaux, c'est des gens qui veulent apprendre à communiquer, par exemple, dans l'entreprise. Ils veulent être plus performants d'une certaine manière quand ils écrivent, quand ils parlent. D'autres veulent être meilleurs dans l'organisation, dans le management. Il y a vraiment des motivations totalement variées et qui trouvent dans cette espèce d'organisme vivant une manière à la fois de s'exprimer sans s'étouffer et de contribuer en même temps à la vitalité de l'ensemble. Et c'est ça, je crois, pour moi, qui correspond à l'organisation qui est pour être une piste, pour correspondre à ce nouvel état de la conscience, ce nouvel âge de la conscience auquel dans la douleur, on arrive, mais en même temps aux défis qui se posent à nous. Donc c'est voilà ce que je voulais partager avec vous. Ce que dit Pierre est intéressant, c'est-à-dire pourquoi pas en France ou en Europe. Ah ben si quelqu'un d'entre vous connaît quelqu'un qui est à la fois un peu la fibre sociale, un peu sait bien gérer un peu des projets et aime le théâtre, on y va, c'est pas compliqué. Est-ce que je peux te mettre en lien avec notre partenaire indien Calcutta? Ouais. Ah oui, bien sûr. Sonali, je pense qu'en Inde, il va y avoir des reprises de ce projet, parce que sont venus au spectacle des gens de Bangalore qui voulaient faire un projet d'entreprise autour de ça. Parce qu'à Bangalore, il y a beaucoup de filles qui travaillent dans l'industrie technologique et elles sont à la fois très importantes. C'est très gros, l'industrie informatique à Bangalore, vous savez certainement mieux que moi. Et en même temps, les femmes ont un rôle important parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs femmes, mais en même temps, elles sont quand même pas totalement, elle lutte un peu contre le plafond de verre, etc. Et donc, en fait, il y a une fille qui est venue nous voir et un homme, ils sont venus ensemble, et ils m'ont dit, oui, mais en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est un consortium un peu des entreprises de technologie, prendre les filles dans les différentes boîtes et leur faire ce projet collectif pour justement à la fois montrer qu'elles sont là et puis en même temps attirer les filles à venir dans ce business qui a besoin de se féminiser aussi un petit peu. Et donc voilà, donc en fait il y a plein de manières de l'utiliser. Je pense que le prochain stade de ce développement organique de ce projet va être les entreprises aussi. J'ai pas mal de pistes.